René Fugler, qui était le représentant du monde libertaire, enfin du monde libertaire, de la fédération anarchiste, que moi et un autre ami, on était allés voir en 1963, je crois, ou 63, 64. Et donc lui aussi nous avait parlé de l'importance de ces situationnistes. Et on avait commencé, enfin moi et d'autres, on avait commencé à lire, à nous familiariser avec ces revues qui étaient à l'époque, on en était au numéro 8. Et puis, donc, on rencontre Daniel Joubert, et Daniel Joubert, lui, il était allé voir les situationnistes, comme on s'est raconté dans le livre, en 1964. Il avait, enfin bon, il faut faire un peu vite quand même, parce que sinon on va déplier tout le truc, c'est pas possible, étant donné le temps. Et donc Daniel Joubert rencontre avec 2-3 autres amis parisiens de lui, protestants, qui collaborent à une revue qui a son importance, qui s'appelle toujours, je pense, c'est toujours édité, ça s'appelle Le Semeur. Et Le Semeur, qui est une revue protestante qui avait à l'époque une grande importance, c'est une revue qui existe depuis 1905, une revue protestante, et qui, en 1962, tombe entre les mains, donc c'est une revue d'étudiants, mais en 1962, Le Semeur tombe entre les mains d'étudiants contestataires qui connaissaient les situationnistes, beaucoup d'entre eux venaient de Bordeaux, qui étaient dans la mouvance de Jacques Ellul et de Charbonneau, des penseurs protestants certes, mais aussi écologistes et anarchistes, enfin d'une certaine manière, et Ellul, lui, il était en contact avec Guy Debord. Et qu'est-ce que je vais dire oui, et donc Joubert et 2-3 autres copains du Semeur vont voir Debord et Michel Bernstein. Et là, enfin, tout le monde boit beaucoup, ils échangent enfin, dans une conversation sympathique. Et Debord, il va retenir de ça, sans doute que ces gens sont extrêmement sympathiques et vivants, et surtout qu'ils sont protestants. Et donc ça, c'est complètement inadmissible pour lui, à ses yeux, on comprend d'une certaine manière, selon les perspectives qu'on adopte, mais donc Joubert lui écrit, et quand il rentre à Strasbourg, il lui écrit un truc, et Debord, sympathique, lui envoie une collection complète de liesses, mais en même temps lui envoie une lettre qui est publiée dans la correspondance, qui est publiée en partie dans le livre, pour lui dire tant que tu es protestant, c'est râpé, il est hors de question que l'on n'ait aucun contact avec des gens comme toi. Et Debord, il va en rester sur ce constat, que Joubert, quelque intéressant qu'il soit intellectuellement, Joubert, il n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable, il est même peut-être le représentant d'une espèce de 5e colonne qui risque de rentrer dans l'IS, subvertir, enfin, il soupçonne, comme c'est dit dans une lettre qui est citée là aussi, que c'est une espèce d'abbé, comment s'appelle l'abbé surréaliste, oh mince, j'ai un trou, l'abbé Gengenbach, qui était allé voir les surréalistes en 1927, il venait de Gérardmer, il était séminariste, et il voulait se suicider, il n'en pouvait plus de tout ça, et il était en pleine apostasie. Et donc il va voir les surréalistes, et il convainc Breton que tout ça, c'est... Enfin, qu'il est honnête, qu'il veut bien abjurer sa foi chrétienne, et on le voit dans les cafés, dans les années 30, en soutane, avec des filles sur ses genoux, en train de les ploter, et donc tout ça, ça fait scandale. Alors, ce que je veux dire, c'est que Debord, il soupçonne, il dit dans une lettre, on ne veut pas un second abbé Gengenbach dans l'international situationniste. Il écrit ça à Kayati, et enfin, parce qu'il y a une histoire, il soupçonne Joubert de faire une publicité à son propre profit, et
il conseille à ses amis, enfin des amis, les situationnistes de Strasbourg, les 4 qui sont là, il leur dit, allez lui casser la gueule, vous le coincez dans une ruelle sombre, vous lui cassez la gueule, ça fera un exemple. Mais c'est dans le bouquin, là. Et c'est dans la correspondance de Bord. Oui, je raconte. Mais donc il y a ces situationnistes à Strasbourg, ces 4 situationnistes, et nous qui connaissons progressivement les situationnistes qui les lisons. Mais pour nous, ces 4 situationnistes qui sont avertis par Debord que Joubert, c'est un protestant dont il faut se méfier, ces 4 situationnistes qui sont là, présents, ils se méfient de nous et ils ne veulent pas du tout, nous on ne veut pas les voir, mais eux non plus ne veulent pas nous voir. Et donc on coexiste, et on fait nos trucs, nous de notre côté, qui sont principalement axés contre on est des perturbateurs du ronronnement syndical. Et donc on fout la merde en 1964, 65, on fout la merde dans la vie syndicale pour dénoncer la bureaucratie qui est celle du syndicat de l'UNEF. Et donc tout ça, ça dure un certain temps, et en 1966, moi je ne suis pas là à ce moment, enfin en 66 parce que je suis à Toulouse, où je fais des études, d'autres études. Des études ouais. Bruno Verpiova, qui était président de la MEF, qui siégeait au conseil d'administration de l'AGES, qui devait, en ce mois de mai 66, élire un nouveau bureau et un nouveau président. Et Bruno Verpiova, on le connaissait, il était avec nous, on vivait ensemble à la boulevard de la Victoire, on vivait ensemble, non, on se voyait ensemble, il y avait d'autres copains, il y avait Carole, il y avait Tony, Carole était américaine, Tony était hollandais, donc on avait un lieu de rendez-vous qu'on a appelé le Colcos. Et donc Bruno Verpiova vient nous avertir qu'il y a quelque chose à faire parce qu'il a assisté à ce conseil d'administration qui s'est terminé en queue de poisson, dans la mesure où ils n'ont pas été capables de trouver un candidat pour être président, ni un bureau. Alors, il nous propose d'aller là-bas. Comme on avait fait de l'agitation au niveau de l'amicale de lettres l'année précédente, déjà ils nous avaient repérés. On est allé là-bas, on était à 4, Daniel Joubert, Jean-Claude Lescou, moi et Bruno Verpiova. Et donc on arrive là, à ce deuxième conseil d'administration, et on pose notre candidature. Alors se pose la question, qui de nous 4 va poser sa candidature comme président? Le plus à même, qui avait la technique, qui était président de la NES, c'était Bruno Verpiova. Mais à cause de cette présidence, il n'avait pas le droit de se présenter pour l'AGES. Jean-Claude Lescou, lui, il ne voulait rien savoir, il avait la trouille, et Daniel Joubert ne voulait pas se compromettre. Vous voyez, se compromettre en instant dans le truc. J'ai dit, bon, écoute, je suis pas fait pour ça. Je me suis dit, je ne suis pas fait pour ça, mais il faut y aller. Donc je dis, je me présente. Alors il nous demande notre programme. On a dit, notre programme, pour l'instant, vous verrez plus tard. Et donc j'ai été élu président, etc. On est parti, on a fait la fête toute la nuit, on s'est mis mal avec le propriétaire de la maison et tout, parce qu'on a pissé du balcon, etc. Et tout. Oui, on était sale gosse aussi, vous voyez, comme ça, parfois. Et voilà, je suis devenu président de l'association sans le vouloir, et bon... Voilà, et après, pour commencer, je dirais, non pas les ennuis, mais l'aventure, celle qui va mener au scandale, a commencé à ce moment-là. Puisqu'on avait l'AGES, on avait le Trésor, les finances et tout, et c'est là que va commencer une véritable collaboration avec l'IS pour la rédaction d'une brochure qui va être la misère en milieu étudiant. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, au moment où vous devenez président de l'AGES, il n'y a aucune contestation sur le fait que vous soyez devenu le président. L'UNEF avait perdu ses militants les uns après les autres, ils vendaient plus beaucoup de cartes, l'UNEF était à bout de course,
l'UNEF avait eu son apogée au moment de la guerre d'Algérie. Là, ça allait, les étudiants étaient derrière. Bon, à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam, mais c'était moins... Bon, là aussi, il y avait des manifestations. Hein. Mais c'était, comment dire, c'était pas aussi prégnant, c'était pas aussi menaçant que la guerre d'Algérie pour les jeunes étudiants. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y avait aucune opposition, aucune contestation. On a sorti une série de tracts au début, il n'y a aucun... qui était déjà extrêmement insolent, etc. et tout, mais qui n'a eu aucun effet. Oui, il s'agissait de faire bouger un peu ces étudiants, et donc on a commencé enfin, on a commencé, c'est-à-dire que moi j'étais pas là à l'époque, j'étais à Toulouse, et donc, mais j'étais en contact avec mes amis par lettre, et tout le temps aux vacances je venais. Donc il s'agissait enfin bon, je pensais à une campagne d'affiches pour faire bouger les gens, pour leur faire prendre conscience peut-être de l'aliénation, de la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Et au mois de juin, fin du mois de juin, je suis allé à Paris et je suis allé voir Guy Debord et je lui ai expliqué quelle était cette situation à Strasbourg avec des camarades, des copains qui avaient pris l'AFGES et qu'on avait un certain nombre de moyens et qu'on était des sympathisants des situationnistes à des degrés plus ou moins élaborés. Je veux dire, il y avait des gens qui ne connaissaient pas vraiment ce qui avait marqué dans cette revue, qui n'étaient pas trop familiarisés avec ces idées, et d'autres, comme moi, André et Daniel Joubert, on était beaucoup plus au courant. Et donc, lors de cette discussion avec Debord, il me conseille qu'on devait faire un texte qui allait nous fédérer, qui allait clarifier nos positions réciproques. Que ce qui nous réunissait, c'était un certain, comment dire, une plateforme anarchiste, on était tous d'accord à peu près sur ça, sur une liberté qui devait être celle de notre vie, mais c'était pas très élaboré politiquement, et donc on n'était pas du tout un groupe cohérent. Et donc Debord m'a conseillé qu'on devait se mettre ensemble autour d'une table, essayer de réfléchir, qu'est-ce qui nous réunissait, et quelles pouvaient être les perspectives quelles étaient les perspectives qu'on se donnait. Et je rentre à Strasbourg en juillet, et là il n'y avait plus personne, parce que tout le monde était parti un peu en vacances, mais sur l'essentiel, on avait réussi à se communiquer l'essentiel, ce programme, cette perspective. Et pendant tout l'été, c'est pas la théorie, c'est plutôt la fête. Il y avait le caveau, il y avait les premiers groupes de rock locaux, et enfin bon, plutôt locaux, ouais, qui venaient. Et c'était la fête, ouais, c'était la fête, tous les soirs. Donc c'était la bière, le vin, les premiers joints qui commençaient à circuler. Et donc c'était très très sympathique. Et au milieu du mois d'août, on a commencé, enfin les uns et les autres ont commencé à rentrer, et là, Joubert qui était en Espagne, il rentre, et puis moi j'avais déjà commencé à faire cette chose qui est devenue célèbre, cette bande dessinée, ou ce comics plutôt, parce que c'est pas une bande dessinée, qui s'appelle Le Retour de la colonne d'Urruti, qui raconte de façon métaphorique et assez insolente comment ses camarades, ils ont pris l'AFGES, et quelle